c'est la fin. John Cena est sur le point de prendre sa retraite. Et vous savez ce que j'en pense? Qu'on n'est pas loin d'un désastre total. À part 10 000 t-shirts trop chers, on se souviendra de quoi? Pourquoi j'en garde un goût méga amer? Et peut-on encore sauver les meubles? Mes amis, on va discuter de tout ça ensemble sans hypocrisie aucune. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon bilan au vitriol de la dernière année de Cena. C'est parti. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'étais enthousiaste il y a encore pas si longtemps à l'idée de vivre la dernière année de carrière de John Cena, quand même un monument de la WWE et du catch plus généralement. J'avais imaginé plein d'adversaires. Je me disais, ça va probablement être un truc génial, le meilleur truc de l'année 2025, c'est clair. J'attendais avec impatience. Et au final, à mon grand désarroi, je vous l'avoue en toute honnêteté, on est au mois d'octobre et je constate que le bilan est vraiment pas loin de la catastrophe, à quelques éclaircies près. On va évidemment en parler du pourquoi du comment. Je vais pas non plus reparler de toutes mes attentes, j'en ai parlé. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à remonter sur la chaîne il y a quelques mois en arrière. J'avais déjà fait toute une vidéo de mes espoirs pour la fameuse tournée d'adieu de John Cena. J'avais aussi réagi par rapport au tout premier temps, c'est les premières semaines de son grand retour à la WWE, enfin j'allais dire en full time, mais même pas vraiment, c'était pas à temps plein, c'était part-timer quasiment toute l'année en réalité, quasiment. Et je me rappelle que dès le mois de janvier, j'étais déjà là en train de critiquer le fait que en face c'était n'importe quoi, qu'il fallait retrouver un minimum de sérieux et d'intensité et d'un côté beaucoup plus adulte, comme le Cena que moi je préfère, figurez-vous. Vous me direz en commentaire si vous aussi vous préférez le John Cena époque plutôt, allez, 2005-2007, un Cena avant l'ère PJ, vous savez, qui était bien plus mature, qui faisait parfois des blagues un peu adultes, et je préférais largement. Bref, le Cena d'après qui est devenu un guignol, j'en ai parlé sur la chaîne. Ceux qui sont pas au courant, croyez-moi, s'il y en a bien un qui déteste ce Cena-là, c'est bien moi. Bref, on a donc concrètement eu cette année, pour ceux qui seraient peut-être un peu amnésiques, qui auraient oublié, mais justement, parce que c'était tellement nul. Par quoi tout a commencé? Rappelez-vous, il était au premier rôle sur Netflix, il annonçait qu'il était dans le Royal Rumble, qu'il allait probablement pas gagner, mais peut-être que si, enfin bref, c'était un Cena babyface absolu, très très fade, et qui était adoré par les gens, comme d'ailleurs, à ma grande surprise, je le constatais depuis plusieurs années déjà. On dirait que le John Cena qui enterre tout le monde et qui a saoulé les gens pendant des années, évidemment pas lui l'être humain, la façon dont on s'est servi de lui, que tout ça s'était oublié, que les fans désormais ils l'adoraient. Bref, il allait au Rumble, là-bas on se rappelle donc que d'ailleurs personnellement c'est peut-être le moment qui m'a... Ah non, forcément il y a le heel turn aussi, mais un des moments en tout cas qui m'a le plus choqué, c'est le fait qu'il ne gagne pas le Royal Rumble et que ce soit Jey Uso. Un final qui m'avait quand même étonné. J'étais resté un peu sur les fesses, je vous l'avoue. Et j'avais particulièrement aimé la conférence de presse post-Rumble où il montrait déjà des prémices d'un heel turn. Sauf qu'après, il est pas là jusqu'à Elimination Chamber, où en réalité, il a pu être intégré d'office en quelque sorte grâce au privilège accordé par le final boss The Rock, à qui il allait vendre son âme ce jour-là. Alors après un Chamber match avec un finish face à CM Punk, donc déjà un affrontement Cena Punk qui ravivait bien des souvenirs, moi qui adore le Summer of Punk, époque 2011, la rivalité extraordinaire entre le visage corporate poster boy de la WWE qui était Cena, et évidemment le rebelle ultime Punk. D'ailleurs c'est vrai que Punk fait encore partie, heureusement qu'il existe encore lui, et qu'il est à la WWE, et pas à la retraite. C'est vrai que Punk fait encore partie de ceux que j'attends de voir avec impatience. Alors, c'est vrai que Punk, parfois quand même, c'est pas toujours génial, mais ça peut l'être, ça peut l'être. Là, en l'occurrence, un finish Cena Punk, que demander de mieux, j'ai envie de vous dire, pour ce Chamber-là. Et vous aviez après le fameux heel turn, dont on a parlé en long et en large et en travers. Pour moi, peut-être une des scènes les plus marquantes de l'histoire du catch, ou au moins de ces 10 dernières années, à l'exception près que t'avais Travis Scott au milieu, qui avait rien à faire là, qui était uniquement là pour du buzz, c'est évident. Et d'ailleurs, la suite a montré que c'était une énorme erreur. Mais si t'enlèves Travis Scott de cette scène, t'as une des scènes les plus puissantes de l'histoire du catch, un des heel turns les plus marquants. Mais attention, je parle bien de la scène, je parle pas de toute la suite. Après, pour moi, c'est du pipi de chat comparé au heel turn de Hollywood Hulk Hogan, par exemple, dans les années 90, vu ce qui a suivi. Parce que qu'est-ce qui a suivi concrètement, les mecs? Rappelez-vous. Et si je vous faisais deviner ce qui a suivi? Alors, peut-être que vous vous diriez, il y a eu forcément des explications. Cena qui a parlé avec The Rock de pourquoi il lui a vendu son âme, pourquoi il a fait le premier et unique heel turn de sa... Enfin, pas vraiment, mais le plus marquant en tout cas, heel turn de sa carrière.
donné toutes les raisons, et ce qu'il a aussi était vraiment efficace et fort et puissant et intimidant en tant que heel. Tout ça, vous pourriez attendre ça, et vous auriez eu raison de vouloir deviner ça. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé, les gars. Non, non, non. Vous aviez des promos d'un Cena très peu convaincant, heel selon moi, qui multipliait les t-shirts à gogo en fonction de toutes les villes où il est allé. Il a fait ça toute l'année, donc une machine afrique, hein. Mais on reconnaît la WWE sous TKO, hein, c'est pas étonnant. On se rappelle des promos de Cena en Europe, notamment en Belgique. Alors, quelques phrases par-ci par-là pouvaient être marquantes quand même. On pense au moment où il disait qu'il avait une relation toxique avec les fans. Mais c'était pas convaincant pour moi. Le heel turn n'était pas expliqué, n'avait toujours pas de sens. En fait, à ce moment-là, s'il disait que, par exemple, oui, j'ai vendu mon âme à The Rock parce que c'est le gars le plus puissant qui décide de tout, et que Cody a pas voulu le faire, et The Rock voulait un champion sous son contrôle, et moi ça faisait des années que je faisais que perdre, fallait que je fasse tout ce qui était en mon pouvoir pour gagner. C'est pour ça que j'ai vendu mon âme à The Rock, et j'en ai payé le prix. Et de toute façon, vous pourrez rien y faire. Rien que ça, en compagnie de The Rock par exemple, qui aurait donné aussi sa version des faits, ça aurait été 1000 fois mieux. Mais non, on l'a pas eu, à la place on a eu des duels de punchline vraiment très lourdes parfois. Les promos, hein, les moments face à Cody Rhodes et un WrestleMania 41, un main event qui pour moi a la palme du pire de l'histoire. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire un main event de WrestleMania plus mauvais que celui-ci? Entre l'effet volontairement peut-être anticlimatique, entre ce finish horrible, tellement prévisible, entre l'implication de Travis Scott, l'absence de The Rock. Alors ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, The Rock il nous a abandonnés, c'est nul ce qu'il nous a fait, mais j'invite les fans, en toute subjectivité évidemment, c'est que mon avis, j'invite les gens à ne pas faire porter le chapeau uniquement à The Rock. Vous vous doutez bien qu'il y a des querelles internes, c'est évident, et elles ont causé son absence et sa désimplication de la WWE pendant des mois derrière. Tout ça, ça se résume pas du tout, à mon avis en tout cas, à un The Rock qui dit non, 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 bon c'est bon, j'ai fait mon boulot, je m'en vais. Évidemment que non, une scène aussi marquante à heel turn où il est crucial, et surtout, un moment tellement attendu par les fans depuis des années, impossible, selon moi en tout cas, que The Rock prévoyait à la base de plus du tout réapparaître pendant des mois et des mois et des mois derrière. Donc évidemment qu'il y a des querelles internes, on se rappelle aussi des t-shirts The Rock Las Vegas, donc ce qui montre bien qu'il était censé être à WrestleMania. Bref, pour moi il faut pas faire porter le chapeau à The Rock en disant, enfin uniquement lui, oui, il nous a abandonnés, non. À mon avis, il y a eu des désaccords de vision entre The Rock, entre Triple H, peut-être aussi John Cena, on sait pas, hein, des désaccords entre tous les acteurs impliqués, et The Rock a décidé de prendre de la hauteur et s'éloigner et s'impliquer plus dans d'autres projets. À mon avis, c'est plus ça. Bref, le fait est que c'était horrible, et on n'était pas au bout de nos peines. Alors juste après WrestleMania 41, on avait quand même l'agréable surprise, pour moi en tout cas, de voir Randy Orton s'incruster dans la tournée d'adieu de John Cena pour l'affronter une dernière fois à Backlash à St. Louis. Alors personnellement, je me rappelle que dans le Raw après WrestleMania, en découvrant cette scène, j'étais tout heureux. Cena Orton, peut-être l'affiche la plus marquante de mon fanatisme de catch, j'ai envie de dire, et puis de toutes les années Catch Attack et compagnie, évidemment. Et un plaisir aussi de se dire on va avoir un dernier Cena Orton de l'histoire. Bon, en soi, le match, j'avais trouvé ça très pauvre. Bah, le problème des matchs, comme beaucoup d'autres en 2025 selon moi, c'est que c'est souvent un enchaînement de spots avec quelques moments où on reprend notre souffle, on va vers le spot suivant. Tout paraît très chorégraphié. Et par exemple, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, d'ailleurs, partagez-le en commentaire, je serais heureux de l'apprendre. Si par exemple, à cette époque-là, vous aviez regardé le marathon des matchs Cena-Orton qu'il y a eu dans l'histoire avant de regarder celui qu'il y a eu à Backlash 2025, vous remarquerez l'écart abyssal de fluidité, d'intensité, de kiff que vous prenez devant le match entre les affiches du passé, notamment celles de 2009 qui sont extraordinaires selon moi, et celles de 2025 qui, pour moi, pâlissaient vraiment de la comparaison. Mais bon, il y a quand même eu un Cena-Orton, c'était quand même marquant de les voir ensemble une dernière fois, et ensuite on passait sur R-Truth. Alors ça, pour moi c'était un peu l'invité surprise dans tout ça. Je me disais bon, ils ont quand même un passif, c'est rigolo. Bon, après je me disais quand même, on est en train de perdre des matchs et des spots précieux de la tournée d'adieu de Cena avec du R-Truth, alors que personnellement, j'en attendais bien d'autres. Hein. Moi, je me rappelle que j'espérais déjà, bon, CM Punk ça allait arriver. J'espérais aussi
Pourquoi pas un triple threat avec Orton et Cody aussi. J'espérais pourquoi pas une dernière fois avec Roman Reigns. Tout était possible, hein, pourquoi pas même un Drew McIntyre, qui sait. Bref, je trouvais ça un peu dommage de perdre du temps, tout comme pour moi Money in the Bank était une perte de temps aussi, parce que un match en tag team sans enjeu aucun, puisque le titre n'était pas en jeu. Bon, Cena était champion hein, à ce moment-là, au moins il aurait été champion pour la 17e fois, il aura battu le record de Flair, mais bon, d'une manière tellement affreuse à WrestleMania et tellement sans aucun sens, enfin sans aucune saveur, sans aucune émotion, c'était horrible. Je me dis, bah, franchement, c'était comme si c'était passé à la trappe, ce 17e titre. Bref, Logan Paul en équipe avec Cena contre Cody et Jey Uso, encore une fois un tag team typiquement de la WWE sous Triple H, où tu te dis, bah on fait des affiches comme ça, mais elles servent à rien, on combine, on fait des associations entre soi-disant top guys, mais il n'y a aucun enjeu, on ne sait pas pourquoi ils combattent, bref, pour moi ça menait à rien. Vous aviez le retour, vous savez, de R-Truth, hein, ça, ne vous faites pas berner non plus les mecs, puisque la suite l'a bien montré, c'était évidemment pas du tout un work, hein, ce retour d'R-Truth, ce licenciement, on le sait bien, on n'est pas naïf, et si vous l'êtes encore, bah, c'est que vous avez été totalement berné par la machine corporate qui veut surtout pas froisser ses fans de la WWE, en tout cas ses fans les plus fidèles, qui sortent le plus d'argent de leur portefeuille. Ça, faut pas les froisser. Ah non, faut pas les froisser. Bref, on enchaîne. Pour moi, après, on arrive à ce qui était, en fin de compte, peut-être la meilleure période, hein, en tout cas, au moment où j'enregistre, du run de Cena, le dernier de sa carrière, pour moi, la rivalité avec Punk. Bah déjà, parce que CM Punk, c'est de la grande qualité au micro, donc avoir les deux en face, ça rappelait non seulement 2011, mais puis en soi, ce qui se disait était très pertinent. Je me rappelle de la pipe bomb de John Cena lui-même, ce qui était évidemment un clin d'œil à 2011, la pipe bomb de Punk. C'était vraiment très très bien, je trouve. Je trouve aussi que voir Punk en Doctor of, on pourrait l'appeler Punkonomics, c'était marrant aussi. Bon après, tout ça c'est évidemment pas mal de moments où on cherche à faire du buzz, hein. On connaît la WWE et ses mécanismes. Le match en lui-même, pour moi, avait été catastrophique, par contre, avec 10 000 interventions qui avaient aucun sens, Penta qui arrive en marchant comme un guignol. Enfin bref, pour moi, avec aussi Dieu sait combien de finishers, tout ça qui perd en valeur, 10 000 false finishes pour faire popper les pigeons. Ça, d'ailleurs, ça pourrait être le sous-titre de la WWE sous Triple H et de TKO en 2025, faire popper les pigeons à tout va. C'est vrai, franchement, y a-t-il pas un sous-titre plus pertinent que ça, franchement. Bref, pour moi, le match avait été très décevant, contrairement au build-up, et on enchaînait ensuite sur, bah ça on le devinait dès Night of Champions, qu'on allait avoir le rematch, puisque Cody avait été King of the Ring, King Cody, le rematch de WrestleMania. Alors à ce moment-là, je me disais, bon, depuis WrestleMania, vous nous infligez une purge absolue avec tout ce qu'on a eu depuis. Vous avez intérêt, la WWE, à vous rattraper à SummerSlam. C'était vraiment ça, les gars, ma philosophie, je vous le dis, je vous l'avoue. J'étais très enthousiaste, je me disais, c'est pas possible, alors j'avais peut-être encore un peu des restes de naïveté, hein, c'est pas possible que la WWE accepte de rester sur ce fiasco, et pourtant, ce qui est rare, c'est que quasiment tout le monde semblait unanime pour dire que WrestleMania 41, le main event, avait été horrible. Alors que vous savez, d'habitude, il y a tout le temps des dissonances entre d'un côté des fans un peu old school, mainstream, qui sont pas d'accord avec les fans plus hardcore, du web et compagnie. Et en général, c'est rare qu'il y ait une unanimité entre ces deux camps, et pourtant cette fois-ci, bon, peut-être certains y voyaient différentes explications, mais presque tout le monde s'accordait à dire qu'il était horrible, ce WrestleMania. Bref, je me disais, bon, ben pour SummerSlam, vous avez intérêt à rattraper. Alors, est-ce que ça a été le cas? Ben, selon moi, je dirais que le match en lui-même, bon, évidemment, on a une autre dose de fall finishes, de pop, enfin de volonté de chercher les pops, de matchs très saccadés, de spot en spot, avec 10 000 finishers qui perdent toute valeur, évidemment. Mais quand bien même, je trouve que c'était intéressant, mais bon, pour moi, le gros truc qui n'allait pas, c'était juste avant SummerSlam. D'un coup, John Cena a fait un face turn. Alors, on sait pas pourquoi. D'un coup, du jour au lendemain, il a décidé, bah écoutez, moi, mes potos, ils m'ont abandonné. En gros, The Rock et Travis Scott. Je me retrouve tout seul dans ce bourbier. Ça suffit. Et allez, je redeviens gentil. Alors, imaginez bien la fainéantise, la pauvreté créative, la honte, le foutage de gueule que c'est de faire un face turn pareil après avoir eu quelques mois avant le heel turn peut-être le plus mémorable, allez je vais dire, du 21e siècle dans le catch. Quel foutage de gueule les gars, quelle honte, vraiment. Et je me dis, tout ça pour en gros changer d'avis dans une promo, alors que je me disais, bon, un face turn pour moi ça aurait été idéal dans son dernier match, avec l'émotion que ça aurait créé, un dernier
au revoir à Cena, ça aurait été bien mieux, je pense, ou du moins le faire vers la fin. D'un coup, le sortir là, ça rimait à rien, pour moi. Et ce qui rimait encore plus à rien, c'était que The Rock, qui, à mon avis, aurait dû au moins intervenir à SummerSlam, ou peut-être être l'arbitre spécial idéalement, bah, ne soit une fois de plus pas du tout apparu. Ça, encore une fois, grave erreur, et une fois de plus, je vous incite à ne pas dire « Ouais, mais The Rock, il nous prend pour des imbéciles, il vient quand ça le chante ». Soyez pas dans un seul camp, les gars, je vous le dis. Clairement, il n'y a jamais d'histoire où c'est d'un côté tout noir et tout blanc. Il n'y a jamais un grand méchant. Non, il y a plusieurs versions d'histoire, toujours ça. Je mets ma main à couper. Et je pense que, bah, malheureusement, tout ça a coûté un retour qui aurait été énorme de The Rock à SummerSlam. Et à la place, on a eu Brock Lesnar. Et pour moi, depuis ce retour de Brock Lesnar, bah, je trouve qu'on est revenu dans ce qui est mauvais depuis le début, en fait, dans la dernière année de Cena, à savoir une sensation un peu de passer d'adversaire en adversaire, comme si ils étaient tous une sorte de liste de courses avec des aliments, par exemple, à cocher. Exemple, allez, j'aimerais affronter Logan Paul avant de prendre la retraite, allez, on fait ça à Paris. J'aimerais affronter Brock Lesnar une dernière fois, allez, on fait ça à WrestlePalooza. J'aimerais affronter, allez, AJ Styles, une dernière fois, lui, avec qui j'avais eu un si bon match, plusieurs bons matchs même, en 2016-2017, que j'avais beaucoup aimé à l'époque d'ailleurs. On fait une dernière fois, bon c'est vrai que, je dois vous l'avouer, le Cena Styles de Crown Jewel, pour moi, est probablement le meilleur de Cena en 2025. C'était pour moi un grand clin d'œil, un grand hommage, plein de nostalgie, à tous ses adversaires. Alors évidemment, on pourrait me dire, et c'est vrai, tous ces finishers, ça a flingué tous les finishers, on se relève de tout, c'est vrai, mais bon, je pense que l'essentiel était ailleurs, hein. L'essentiel était beaucoup plus dans l'hommage, notamment à Bray Wyatt ou à Randy Orton, tout ça c'était génial, à Taker à la fin. Je me dis, bon, c'était en gros un grand best-of, une sorte ouais, ce qu'on pourrait appeler une tournée d'adieu, mais tout en un seul match à la carrière de John Cena. Donc je me dis, au moins il aura pu avoir ça. Mais par contre, soyons honnêtes, Logan Paul Paris, Clash in Paris, Brock Lesnar, tout ça, c'est pas du tout mémorable, ça a rien raconté pour moi, et pour moi c'est clairement une succession d'adversaires pour que toutes les villes où il va, John Cena, le voient une dernière fois, mais par contre en termes d'âme, en termes d'histoire, en termes d'émotion, c'est le néant absolu. Mais ça représente bien la WWE sous TKO, les mecs. C'est en gros, oui, le pognon, la tournée, les dates, les adversaires, les matchs. On donne tous les dream matchs, le fanservice possible, et basta terminé. Par contre, le côté dont on se rappellera toutes nos vies, franchement, qui peut s'asseoir à ma table et me dire Johnny, moi, dans 10 ans, je te promets que je te parlerai encore des matchs de John Cena en 2025. Franchement, à part peut-être, oui, celui contre Styles, qui pourrait me dire ça? Personne. À moins que vous soyez vraiment très bon public, ou que vous adorez ça, mais à un point vraiment maladif. Hein. Bref, enfin, je vous invite à le dire, hein, si c'est le cas, pas de jugement, vous avez le droit, mais je serais très étonné. Bref, en tout cas, on en vient au présent, et à ce qui reste de la tournée d'adieu de Cena. Vous l'aurez compris, le bilan pour moi est pas loin de la catastrophe, avec les éclaircies Styles et bah, la scène du heel turn en elle-même, sans parler de la suite. Et je me dis, y a-t-il encore moyen de sauver ça? Parce que honnêtement, là, je me dis, il reste très peu de dates. Ah, là, bon, malheureusement, on n'effacera pas toutes ces choses pourries, ces segments, cette incohérence, on pourra pas l'effacer. Mais je me dis, pour moi, déjà, une manière inévitable qui rattraperait peut-être tout, parce que tout part de là. Le heel turn, qui après n'a pas vraiment de sens, pas vraiment d'explication, etc., etc. Je me dis, si The Rock revenait pour défier Cena et lui dire par exemple, écoute Cena, tu t'es plaint parce qu'on t'a abandonné, mais c'est grâce à moi que t'as été dans le Chamber et que t'as pas dû te qualifier, c'est grâce à moi que t'es devenu champion parce que j'ai fait intervenir Travis Scott. Tout ça, tous tes succès cette année, c'est grâce à moi, et c'est pas toi qui décide quand tu peux devenir face ou quoi, c'est moi. Donc arrête tes bêtises maintenant, et en gros, The Rock, le final boss qui revient mettre les choses comme lui le souhaite. Et ça pourrait évidemment mener à une confrontation. On peut imaginer un Cody Rhodes impliqué pour encore plus construire le futur Cody Rhodes contre The Rock, et même un final boss qui réapparaît enfin. Et je trouve que ce serait que justice après toutes ces fois où on pouvait espérer voir The Rock apparaître et s'impliquer dans le run de Cena. Je me dis, bon bah au moins, quitte à ne pas l'avoir eu
tout le long, quasiment, bah, offrez-le nous au moins pour la toute dernière et offrez-nous un final mémorable. Il y a largement moyen de le faire. Tu peux même aussi faire en sorte que, genre, The Rock qui reste fort en tant que final boss en faisant détruire Cena, y compris par des sbires. D'ailleurs, vous savez quoi? Si c'était moi, là, le responsable créatif, je ferais venir un The Rock en final boss en mode je viens te punir, Cena, pour m'avoir désobéi et pour ne pas avoir respecté, en gros, notre pacte. Je te fais dégommer par plein d'adversaires de ton passé, notamment la Nexus. Et aussi... Alors, malheureusement, Umaga n'est plus de ce monde, paix à son âme, mais le Great Khali, par exemple, moi qui l'adore le Great Khali, vous le savez bien les anciens, et si vous êtes nouveau, bah, sachez que j'ai fait un documentaire sur lui, j'ai eu l'occasion en tout cas dans des vidéos de dire toute mon admiration pour ce personnage, et on se rappelle tous peut-être, enfin en tout cas ceux qui ont vécu ces années-là, ou vu sur le network, la rivalité Khali-Cena à l'époque était quand même marquante, hein. Je trouve que c'était typiquement du catch old school comme moi j'adore personnellement. Donc je me dis, un final boss qui arrive en disant, bon écoute Cena, déjà, affronte-moi tous ces mecs-là, là, tu voulais faire un peu une tournée d'adieu avec tous tes adversaires de ton passé, ben, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et là, boum, la Nexus, qui est évidemment le clan le plus mémorable qui a été enterré par Cena en 2010 qui apparaît, ce serait extraordinaire pour moi. Tout comme Khali, tout comme, alors, à défaut d'Umaga, pourquoi pas faire débuter Zilla Fatou? Ça, ce serait énorme aussi, le fils d'Umaga. Bref, et après, évidemment, un final boss qui le dégomme complètement à coups de ceinture, qui le punit, et qui, à ce moment-là, pourrait être confronté par un Cody Rhodes qui, en tant que face, viendrait bien sûr défendre Cena, et peut-être dégommer le final boss, qui partirait en bête peut-être meurtrie, mais en colère, et sans problème peut-être à WrestleMania, ou alors dans le WrestleMania d'après, hein, celui en Arabie, ou alors encore plus loin, finirait par se venger de ça, bien sûr. Et ça ferait qu'alimenter toujours plus la feud presque éternelle, j'ai envie de dire, entre The Rock et Cody Rhodes maintenant. Donc je me dis, ça, personnellement, c'est ce que je ferais, et je pense que ce serait bien, si ça, en tout cas, à condition d'être bien exécuté. Je me dis, bon, si c'est pas The Rock, ce qui serait vraiment malheureux de pas du tout avoir revu The Rock dans le run de Cena, je me dis, bon, même si on pourrait croire que rien n'empêcherait Cena en 2026, par exemple, sans catcher, de réapparaître en tant qu'arbitre ou en tant que guest host ou dans un segment et de revoir une interaction avec The Rock. Hein. C'est le catch, c'est juste le in-ring dont il prend sa retraite. Hein. Mais bon, si c'est pas ça, je sais que beaucoup de fans aimeraient Gunther. Alors personnellement, c'est pas une affiche qui me fait rêver, je me dis bah ça, c'est purement un fantasme de pur match de catch quoi, oui, Cena Gunther, mais est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment, je sais pas, vraiment d'excitant, à part purement le in-ring, pour ceux qui adorent ça? Personnellement, j'y vois beaucoup moins d'histoire et d'excitation et de suspense et de choses à raconter que contre The Rock par exemple. Par contre, un où je vois des choses à raconter, ce serait Edge, parce que c'est peut-être avec Randy Orton l'adversaire iconique de Cena, y compris au tout début de sa carrière. Donc je me dis, conclure par l'adversaire qui a fait peut-être prendre une autre dimension à Cena et qui a été son premier gros adversaire fétiche, je me dis la boucle serait bouclée, ce serait une belle histoire. Et oui, je me dis quelle meilleure manière de conclure une carrière que de cette façon-là. Bon, je sais pas si c'est possible. Et après, il y en a aussi qui aimeraient voir Cena contre Dominic Mysterio. Alors je dis, bon, il y a cet enjeu à la limite que Cena n'a pas été champion intercontinental et qu'il deviendrait Grand Slam champion en battant Mysterio. Bon, pourquoi pas? C'est purement sportif, hein. Mais je me dis, bon, après c'est vrai que Cena a eu des matchs dans le passé avec Rey Mysterio, le père. Je me dis, affronter le fils, pourquoi pas? Après, je trouve ça peut-être un peu dommage de perdre un spot précieux dans la tournée d'adieu de Cena avec Dominic Mysterio. Mais bon, après, il faut aussi construire le futur. Et Dominic Mysterio fait partie du futur. Mais bon, le problème, c'est que si par exemple, il perd le titre intercontinental contre Cena, Mysterio n'en sortirait pas vraiment grandi. Donc je me dis, y a-t-il pas tout à perdre Dominic Mysterio dans cette histoire? Bref, je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous. De l'autre côté, vous aurez compris ce que moi je veux, mais je vous incite à m'expliquer ce qui vous fait le plus rêver dans tout ça. Est-ce que vous voulez par exemple carrément un Cena contre Wade Barrett, hein, ça personne n'en parle, mais ce serait que logique, hein. Wade Barrett, leader de la Nexus, ce serait que logique, il y aurait une histoire. En tout cas mes amis,
N'hésitez pas à vous exprimer, c'est un bonheur de partager toute cette passion ensemble. Soyez aussi au rendez-vous ces prochains temps parce que, oh oui, comme dirait notre ami, il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent qui devraient vous intéresser et aussi vous choquer. En tout cas, merci pour votre fidélité et espérons qu'à défaut d'avoir eu toute une tournée d'adieu géniale de John Cena en 2025, que la fin, que les dernières dates soient dignes de sa carrière légendaire. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.